Du coup, on va directement passer au marathon Senseiya. Qui fait le marathon là? Ben, on a déjà fait 2 soirées. Qui continue le marathon? Qui regarde? Qui juste voilà comme ça? N'hésitez pas à me dire en fait qui fait quoi. C'est toujours sympa en fait de savoir. Je sais que vous êtes plusieurs à suivre le marathon et donc c'est toujours cool de ce côté-là. Donc toi tu lis le mercredi du coup, tu lis un volume par mercredi je suppose. Donc Florian et euh, et donc du coup, je sais que Boris et Zeno le lisent aussi. Donc dites-moi, c'est quand même assez cool. La dernière fois dans Senseiya, on s'était arrêté. Oui, ça pique un peu, Boris, effectivement. Mais toi, Furia, tu lis pas, mais tu suis le marathon. Mais très bien. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté. Saori s'est chopé une petite flèche d'argent au pied du sanctuaire par un des chevaliers à la solde du Grand Pop. Et en fait, comment ça s'appelle? Ils ont 12 heures du coup pour sauver Saori. Et vous savez que le sanctuaire reste le passage préféré de tout le monde au niveau de l'animé, etc. etc. Et donc du coup, ben là on continue. Ils avaient fait les 2 premières maisons. La première maison avec Mu qui était le chevalier du bélier qui ont réparé leurs armures. Et ensuite, Seiya s'est battu contre le taureau. Et taureau qui était assez balèze, mais il a réussi à faire des météores de Pégase. Et puis après, c'est fini. Donc on arrive au volume 7. Et là, cette fois, eh ben, ils sont au troisième, les Gémeaux, donc le labyrinthe des Gémeaux. Et là, donc quand ils passent, voilà, ils sentent ce truc-là. Dans l'animé, c'était très très clair. Ils avaient l'impression comment dire, de noir et blanc. C'était plutôt bien fait. Ils traversent le temple, en fait, et là, ils se rendent compte que ils ont 2 temples en face d'eux, en fait. Et entre-temps aussi, ils apprennent que le taureau, finalement, les a laissés passer, parce que le taureau, il avait juste coupé la corne. Et il a changé d'avis parce qu'en fait, il a douté, il s'est dit, ah, en fait, peut-être que Athéna, c'est vraiment Saori, donc dans le doute, il les a laissés passer, parce qu'il est beaucoup plus fort que ça, il aurait pu les bloquer. Alors là, ils se retrouvent face à 2 temples, ils se séparent. Donc Yoga et Shen d'un côté et Seiya et Shiryu de l'autre. Et donc comme le Gémeaux, il y a deux visages, du coup on se retrouve avec 2 temples. Et ils découvrent le Chevalier d'Or des Gémeaux dans sa belle armure. Alors là, on est du côté Yoga et Shen. Donc là, ils attaquent, mais en gros, c'est une sorte... Enfin, ils attaquent en permanence, mais ils se chopent le retour de toutes leurs attaques. Donc du coup, ils se font défoncer la gueule en permanence. Et de l'autre côté, on a Seiya et Shiryu. Donc Seiya qui veut foncer tête baissée. Et en fait, ils disent que, en gros, comme je vous rappelle, Shiryu a perdu la vue, il s'est crevé les yeux avant parce que il est plus swag comme ça. Et bien du coup, lui, il voit qu'en fait, il n'y a pas de chevalier du Gémeaux, c'est une illusion. Et donc du coup, il fonce l'illusion. Et ça y est, ils sont sortis du temple, c'est bon, ils ont réussi, ils vont pouvoir avancer. Par contre, de l'autre côté, Shun et Yoga, eux, ils se battent vraiment contre le Gémeaux, mais en réalité, le Gémeaux, il est à distance. Et c'est le grand Pop qui dirige à distance tout en haut. Et donc, du coup, ils combattent et Yoga se fait un petit peu défoncer. On envoie Yoga dans une autre dimension. J'avoue que cette planche est quand même assez cool. Alors, elle est quand même très très belle. Kurumada est quand même très fort pour faire des planches comme ça. Et donc voilà, là il y a plein de choses, enfin plein d'attaques. Yoga, il explique un petit peu comment fonctionne aussi sa chaîne, hein, c'est-à-dire que il dit la partie, donc la main gauche, le rond, le cercle, c'est la défensive, et l'autre c'est offensif. Donc il y a ça, il fait de nouvelles techniques, par exemple, qui le protègent et compagnie. Donc on a ça. Et en fait, en gros, il va réussir à l'attaquer à travers les dimensions et l'espace et compagnie de ce côté-là. La première fois, donc il y a le Phénix qui le gêne, Phénix qui était en train de se reposer dans le mont. Donc là-dessus, il y a ça. Et on se rend compte que le grand Pop est un peu schizophrène et compagnie. Et donc là, il attaque à travers, vous voyez, il passe à travers les dimensions et il attaque directement
le grand pop, ce qui va mettre fin au combat. Sauf que Yoga, lui, a été emporté par la dimension. Et c'est vrai que là, il part un peu loin. Et effectivement, alors, se reposer dans un volcan, c'est faisable. Ok, Iki te le prouve. Donc ça, c'est bon. Donc là, on se retrouve avec Yoga. Yoga qui est face à Camus du Verseau. Et donc Camus du Verseau, je ne sais plus si on l'apprend ou pas, mais c'est son maître. En tout cas, là, c'est confirmé si on ne l'avait plus avant. Il attend. Et en fait, son maître, il est très sympa parce que, bon, bien sûr, il est beaucoup plus fort que lui. Il lui fait une attaque, mais sauf qu'il lui coule le bateau où est sa mère, en fait, enfermée. Donc, du coup, voilà. Donc, en gros, il lui a dit, maintenant, tu es débarrassé de ce qui te freinait. Et donc, voilà, il avait fait couler, c'est lui qui l'avait fait. Et donc, ce que fait Camus, donc, il fait l'attaque vraiment du Verseau. Et donc là, c'est Aurora Execution. Et il enferme Yoga dans un bloc de glace qui est censé être indestructible. Donc voilà. Voilà, oui, c'était lui qui avait fait ça, oui, tout à fait. Voilà, ça s'est passé avant. J'essaie de me remettre dans les événements parce que ça fait un petit moment. Et donc, une fois qu'il a enfermé, il se casse, il le laisse exactement à sa place. Il a une petite larme quand même parce qu'il n'est pas si méchant que ça. Il est cruel, mais pas si méchant. Il est juste. Il est juste. Donc, c'est de la glace éternelle. Normalement, ça ne fond pas, ça ne casse pas. Et donc, voilà, en tout cas, il est heureux, Yoga, il est bien. Donc, on a Seiya et Shiryu qui continuent. Alors, il faut savoir qu'ils ont mis du coup 1 heure pour monter les escaliers, parce qu'à chaque fois, ils mettent toujours 1 heure pour monter les escaliers. Kurumada ne gère pas très bien le temps là-dessus. Et donc, Shiryu et Seiya arrivent dans un temple plein de visages. Et bien sûr, ils tombent sur le gros méchant pas gentil pas beau qui est Dead Mask, le cancer. Et lui, il est méchant, méchant, méchant. Donc, bien sûr, le cancer, il envoie Shiryu dans l'autre monde. C'est une sorte de mode intermédiaire où Yoga, justement, il va voir Yoga. Yoga est présent dans le monde, là, donc on voit que Yoga est pas encore mort, mais il est sur le chemin de la mort, parce qu'il y a une sorte de cratère tout au fond là-bas. Mais cette fois, Saori intervient. Donc, elle a une utilité quand même, Saori. Et du coup, Saori le fait revenir dans le monde normal. Voilà, c'est bon, il est sauvé une fois. Donc, Dead Mask le renvoie dans le monde des morts. Super. Et il essaye de jeter Shiryu dans ce canyon, où là, ça y est, il sera mort totalement. Mais les prières de sa petite meuf, là, qui est donc au mont, là, en Chine, là, des 5 pics, là, du coup, perturbe Dead Mask, mais Dead Mask, il ne se laisse pas faire. Il lui envoie un petit coup de télékinésie là, qui l'a fait tomber dans la cascade. Et ça va vénère Shiryu. Et entre-temps, Shiryu, il faut savoir qu'il peut voir, il peut voir dans le monde des morts. Il a la vue en fait. Alors que dans le monde des vivants, il ne voit plus. Donc voilà, donc du coup, il y a un petit échange de coups entre eux deux. Ils aiment bien, mais tous les morts essayent d'empêcher Dead Mask de réussir. Et là, en fait, on ne sait pas pourquoi. Sans que ce soit expliqué, d'un coup, l'armure du cancer a décidé de ne plus suivre, lui et de l'abandonner. Donc, il n'a plus d'armure. Et là, ils se battent d'homme à homme, sans armure. Vous voyez, Shiryu n'a plus, parce que Shiryu, dès qu'il peut se mettre à poil, il se met à poil. Voilà. S'il y a une occasion de sortir les biceps et sortir les pecs, voilà, il sort. Et là, donc, bien sûr, un petit combat d'homme à homme. Parce que les vrais hommes se combattent sans armure, et il bat le cancer. Donc il enflamme son cosmos, bien sûr, et cancer tombe dans le ravin de la mort, mais ça va. Shunrei est vivante, heureusement. Le maître, parce que là, le maître, vous le voyez, il est debout, hein, vous le verrez pas souvent debout, hein. Généralement il est assis, il n'est pas très grand, mais là vous le voyez. Et donc Shiryu, en revenant dans le monde des vivants, cette fois, a retrouvé la vue. Pas mal hein, pour enlever une cécité. Sachant qu'il avait quand même les yeux crevés, hein. C'est pas juste, il a perdu la vue naturellement. Donc voilà, ses yeux se sont reformés. Donc ça y est, on continue. Chapitre suivant, donc là, c'est Seiya, il rencontre Aolia, donc le chevalier du lion. Et la dernière fois, rappelez-vous, c'était lui qui était venu attaquer Saori, et finalement, il avait dit non mais c'est bon, ok, j'ai compris, tu es bien, mais là, il a changé d'avis. Et donc, du coup,
en changeant d'avis, il commence à défoncer Seiya. Alors, il a une attaque spéciale qui est je sais plus, c'est le Lightning Bolt ou un truc comme ça. Et donc, bon, pareil dans l'animé, ça c'était ultra cool et tout. Et donc, il arrive à esquiver de plus en plus son attaque parce qu'au début, il se fait défoncer. Je vous passe les passages habituels de il attaque, mais finalement ça fait rien, mais finalement il se fait défoncer. Alors en théorie, une attaque ne marche pas 2 fois sur un chevalier, mais il se fait défoncer 15 fois. Et puis après, voilà, il réussit à avancer. Donc il commence en tout cas à voir les fils et commencer à tout doucement à esquiver. Mais il le touche et ça déclenche un truc chez le lion qui le fait devenir encore plus meurtrier. Alors en attendant, on apprend parce que on apprend qu'en fait il est sous hypnose. Et il a été pendant le combat qu'il avait contre Shaka, en fait le grand Pop en a profité pour lui bouffer le cerveau. Et ce qui fait qu'en fait pour le libérer, il faut qu'il y ait un mort devant ses yeux. Et donc Seiya. Et en attendant, on a Shayna et Cassios, alors Cassios est à fond amoureux de Shayna, et du coup il a décidé d'aller expliquer la condition à Seiya, et derrière, comme quoi il faut qu'il tue quelqu'un. Donc il se rend au temple. Donc voilà, il continue à attaquer, etc. Et là, Cassios s'interpose dans le combat et meurt, il se tue pour que le chevalier du lion se réveille en pensant à sa belle. Donc voilà, et là, derrière ça, il arrive en fait à mettre des attaques, et Seiya le touche pour le réveiller, mais c'est trop tard, Cassios est mort. Voilà, donc on a une perte. Il n'a pas oublié de dessiner l'oreille coupée, vous voyez. Quand même, Kurumada se rappelle de quelques trucs quand même. Donc voilà, donc Cassios est mort. Et du coup, Aolia se réveille, et ça y est, c'est normal. Tout va bien. Combat suivant, un combat qui, il faut savoir que Shaka, c'était, je pense, un de mes préférés. Non, Cassios, pas le Cassos. Mais ça peut marcher peut-être. Et donc du coup, on va tomber sur Shaka. Donc Shaka, la Vierge, c'était un de mes personnages préférés parce que il a un côté où il ne faut pas qu'il ouvre les yeux, Shaka. Ça, c'est le lion le prévient. S'il ouvre les yeux, il va déployer son pouvoir. C'est pour ça qu'il garde les yeux fermés, parce que sinon, t'es foutu. Donc, bien sûr, Shaka repousse toutes les attaques du dragon et d'Andromède. Il arrive même à faire retourner les attaques contre lui, même Andromède, qui est censé maîtriser ses chaînes. Bon, il attaque, etc. Mais là, le phénix apparaît. Alors, je laisse admirer, c'est quand même très joli. Je dois avouer que là, les petits traits, c'est quand même très très joli. Très très cool. Et le phénix apparaît pile au moment où, bien sûr, son frère est sur le point de se faire tuer. Alors, on arrive à la fin du volume. Il y a quelques armures en plus. Donc, le corbeau qui commande des corbeaux. On a donc Shayna avec celui-ci. Il m'a toujours paru bizarre avec ses oreilles de renard là. C'est un peu bizarre ce truc-là. Il y a celui-ci. Donc voilà, le Cerbère, pas très sans plus. Celui-ci j'aime bien, avec vraiment le char et tout. Il s'est fait plaisir là. Et voilà pour le volume 7. On continue. Une petite page donc du Shonen Jump en armure. Et donc, là, cette fois, ça va beaucoup jouer sur les religions entre le shintoïsme et le bouddhisme. Et en fait, Phoenix va se rappeler à ce moment-là qu'ils se sont déjà rencontrés sur l'île de la mort il y a longtemps. Et donc, Shaka va lui faire visiter les 6 mondes. Donc, le monde des âmes, le monde des bêtes, des asuras, etc. Donc, il y a 6 mondes par rapport à ces religions. Il va lui faire un petit tour. Et donc, un petit tour du propriétaire, on va dire. Et il est censé rester dans un monde. Sauf qu'en fait, parce que le dernier c'est le monde céleste, sauf qu'en fait, personne ne veut du phénix. Et le phénix reste sur Terre. Voilà, personne ne veut de lui. Boubou, il est tout seul. C'est le mal aimé du groupe, je vous rappelle. Alors bien sûr, c'est un coup à combat d'illusions. Je t'ai eu, je t'ai pas eu, mais je t'ai eu, mais je t'ai pas eu. Et donc du coup, à la fin, on sait pas qui. Voilà, les illusions où il est avec Shun, etc. Je vous passe. Il détruit son armure parce que voilà. Mais de toute façon, l'armure du phénix, on le sait.
elle ressuscite. Et voilà, et même quand Phénix essaye de partir, il est toujours dans la paume du Bouddha. Donc Shaka lui montre à quel point, il est, comment dire, il est puissant. Bon, l'armure ressuscite, il attaque avec son petit attaque, etc. Et là, la Vierge décide d'ouvrir les yeux et de lui enlever tous les sens un par un. Donc là, l'ouverture des yeux, ça je sais que dans l'animé c'était un truc incroyable à l'époque. Et donc là, et je trouve quand même que ce combat, pour moi, c'est le meilleur de Sanctuaire. Dans tout, c'est le seul qui est travaillé, qui est plutôt cool et tout ça. Et en fait, il va lui enlever tous les sens au fur et à mesure. Et donc ça, c'est assez cool comme truc. Donc vraiment, il est dans le blackout total. Et Ikki va quand même, alors bon, il recommence, à chaque fois il leur envoie un peu partout, etc. Mais Ikki va l'attraper, va se sacrifier et va emporter la Vierge avec lui puisqu'il va atteindre le 7e sens et se sacrifie pour tuer la Vierge et on ne retrouve que l'armure. Et franchement, je trouve que quand on le lit, eh ben, ce combat-là, il est vraiment extra. Donc très très cool. Salut Seine-san. Donc voilà. Et dans l'animé aussi, c'était un des personnages qui était hyper intriguant en fait. Hyper intriguant et la Vierge était trop cool en fait. C'était pour moi, c'est un des plus puissants, plus intéressants à suivre. Alors du coup, ils continuent leur aventure et ils se rendent compte qu'ils arrivent à la balance. Et dans le temple de la balance, en fait, il y a Yoga. Puisqu'en vérité, Camus a glacé Yoga. Il a fait un Mr. Freeze directement dans la balance. Et la balance, le maître de la balance, c'est le petit vieux qui est à la cascade. Et donc l'armure de la balance, voici à quoi ça ressemble. Moi je suis du signe de la balance. Donc quand j'ai découvert à l'époque ça, à la fois j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas de mec en fait, mais on ne savait pas trop que c'était Doko je crois à l'époque, mais surtout c'était que des armures, que des armes. Alors, les armes c'était cool, mais elles n'étaient pas vraiment mises en application. Donc là on a Shiryu qui apparaît avec plein d'armes. Donc comme je disais, à l'époque c'était quand même très cool. Le mythe de la balance était très très cool à l'époque. Il fait une petite démonstration de toutes les armes parce que c'est cool. Il choisit l'épée. Alors, je sais plus comment ça s'appelle là, les épées. Et il arrive à découper le bloc. Et Seiya est là. Et là, on a une petite scène Boys Love des familles où Shun va venir lui réchauffer son petit cœur, son petit Kokoro comme ça à l'intérieur en se collant très fortement à lui. Donc voilà. Donc une petite bromance est en train de naître entre Yoga et Shun. Donc là, c'est bon. Je suis une balance. Donc voilà. Et du coup, ils évoquent le fait que Shun va le soigner avec son cosmos. Mais que il y a la légende comme quoi il y avait plusieurs animaux qui avaient pu nourrir un homme et le lapin il avait rien donc il se jette dans le feu. Ça c'est une histoire qu'on a dans le Bouddha de Tezuka par exemple dès le début et que du coup c'est son étoile qui est l'étoile du sacrifice en fait. C'est surtout ça. Donc ils ont peur qu'il se sacrifie pour ça. Voilà. Et donc le truc ça je rappelle que le bloc glacé n'était pas possible d'être explosé même avec plusieurs chevaliers d'or. Donc soit c'est que les armes de chevalier de la balance sont extrêmement puissantes, soit il est un peu exagéré. Donc oui, Roudin, c'est exactement la même légende. Donc on continue, et là, maintenant qu'ils ont passé la balance, donc 1 heure pour casser un bloc de glace et se faire anti-glacer, du coup, il faut continuer, et là, parce que du coup, il y en a un qui a regardé, qui a cassé le bloc de glace, mais il y en a 2 qui ont regardé. Donc voilà, Senseiya, c'est chaque fois, il y en a 2 qui regardent, ou 2 qui font un peu les inconscients ou la sieste, et un qui se bat. C'est tout le temps pareil. Et donc, du coup, on arrive avec Milo, le chevalier du Scorpion. Et le chevalier du Scorpion, c'est un méchant. C'est un méchant aussi. Et lui, il est quand même cool. Moi, j'aimais bien Milo parce que dans l'animé, il y avait des hectolitres de sang dans l'animé. Et je ne savais pas combien on pouvait avoir de litres de sang à l'époque. Moi, je me disais, mais comment on peut perdre autant de sang dans un épisode? En tout cas, Milo parasite Seiya et Shiryu. Donc, du coup, il les éclate tous les deux. Donc, comme je dis, comme d'hab, il y en a 2 qui vont dormir en attendant.
Et donc, Yoga reste lui, et il va continuer à se battre. Donc lui, comme il a le Dar, il fait ses Scarlet Needle. Donc Yoga revient parce que ça y est, en fait, il a en quelques minutes, il était assez chaud. Et donc du coup, il revient avec Shun, et maintenant c'est Shun qui dort. Et donc Yoga va se battre. Alors il y a aussi une apparition des soldats, enfin des chevaliers, vous savez, vous avez vu pendant le premier tournoi. Je crois que c'est la dernière apparition de ces chevaliers. C'est pour ça que je l'ai mis. Et ils vont décider de protéger Athéna. Et donc voilà, ils sont là, mais profitez-en. Après, je crois qu'ils disparaissent du manga, puisque Kurumada est pas très fort pour développer les autres personnages, à part les 5 principaux. Donc du coup, il y a l'affrontement avec Yoga, et si vous regardez la position de Yoga, ça, clairement, c'est l'animé qui a fait mettre ça en place à Kurumada. Parce qu'au début, il faisait pas ces petites danses, ces petits machins avec ses petits bras et tout ça. Il n'y avait pas de la petite danse là-dessus. Et du coup, là, il a fait. Et je trouve que c'est assez classe. C'est quand même assez classe. Donc, petite attaque entre les deux, etc. Yoga, en fait, il faut savoir que le Scarlet Needle peut donner jusqu'à 15 coups. Et le dernier qui est Antares, tu es claqué après, tu es mort. Et donc, il lui donne 12 coups, c'est ça, mais Yoga réussit à glacer les pieds du scorpion. Alors il faut savoir que dans la version animée, à un moment, Yoga, ils avaient un combat contre le frère de Shippuki, qui est un mec avec une sorte de poulpe, enfin de poulpe de poisson, la d'écaille, qui était du hors-série spécial animé, et pareil, il lui glace les pieds de la même façon. Je ne sais pas si Kurumada s'est pas resservi de ça pour le faire, mais il lui glace les pieds pour lui donner sa super attaque. Et en fait, Milo va lui donner... voilà, donc je reprends mon truc. Donc il y a les grosses attaques du cygne, donc vous voyez, il est tout en sang et compagnie. Et en fait, Yoga, il a plus de force, il a plus rien, et machin et compagnie. Et en fait, le scorpion veut le laisser en vie, mais il refuse. Et donc Milo lui donne le dernier coup, et il touche Yoga là-dessus. Et en fait, Yoga, lui, il a fait la même chose sur Milo, mais il a glacé son armure sur 15 points, donc il a fait une sorte d'effet miroir avec le truc. Et en fait, techniquement, en gros, Milo, il a perdu. Mais comme c'est quand même un bon joueur, il a décidé de faire arrêter le sang en touchant l'armure. Apparemment, il y a un petit bouton sur l'armure ici pour couper le sang et que ça saigne plus. Donc il appuie sur le petit bouton de l'armure. Et donc là, c'est bon. Il ne saigne plus, donc il sauve Yoga parce que ça a été un très bon guerrier. Donc voilà, ça c'était le combat. Donc sinon après, on a toutes les armures qui sont réunies au niveau de comment ça s'appelle, du temple. Donc il y a tout qui résonne et tout, parce qu'apparemment c'est un peu comme au début de Dragon Ball, vous savez, tout brille et puis après c'est bon, on arrête. Mais là, toutes les armures sont en résonance et on a toutes les armures qui sont réunies au niveau du sanctuaire. Et ils n'ont pas été réunis depuis des centaines d'années. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que Tatsumi a sorti l'armure du Sagittaire, et l'armure du Sagittaire a rejoint son temple. Là, on voit que c'est une pagination. Ça a été fait sur page double, et on voit que là, c'est la pagination pour lire sur un livre, en fait. Voilà. Du coup, le texte est décalé. Donc là, ils arrivent au temple du Sagittaire. Et le temple du Sagittaire, c'est Aolios. Et normalement, si vous avez bien suivi jusqu'à là, Aolios, il est censé être mort. Donc, puisque c'est lui qui a sauvé Athéna du Grand Pope, et il s'est fait tuer par le Grand Pope après, parce qu'il a osé aller contre ses ordres. Et donc là, c'est pareil. L'armure tire une flèche sur Seiya, mais ouf, en fait, il ne voulait pas viser Seiya parce qu'on croit qu'il va mourir. En vérité, ils ont laissé un message où ils peuvent tous pleurer en chœur. Donc voilà, parce que pour les Japonais, les hommes virils, ça pleure aussi. Et donc du coup, je vous confie Athéna. Dans l'animé, je me rappelle qu'ils avaient fait toute une épreuve, ils les avaient mis à l'épreuve, et en fait, il y a un passage qui s'ouvre, il y a de la lave, du machin et compagnie, et là, ils l'ont pas fait, c'est vraiment très simple, et ils ont passé 1 heure à lire un message de 3 lignes.
Donc je pense que ils sont pas allés assez à l'école pendant l'entraînement parce que ils ont galéré, parce qu'une heure pour lire 3 lignes c'est un petit peu long. Et donc du coup, l'heure passe et il faut se dépêcher. Et en tout cas, ça les a motivés. Ils se touchent les petits poings, ils se caressent les petits doigts et hop, c'est bon, on passe au temple suivant. Alors, temple suivant, c'est le Capricorne. Et le Capricorne, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, il mélange Excalibur. Donc Excalibur, une légende, notre légende européenne. Et voilà. Donc Kurumada s'amuse à mixer comme ça un peu toutes les légendes, donc c'est très cool. Et c'est vrai que à l'époque, le côté Excalibur dans sa main droite et tout était quand même très sympa. C'était assez stylé, je trouvais. Donc ils traversent le temple, ils sont séparés ils vont être séparés par une attaque, et donc le seul qui va rester c'est Shiryu, les autres vont pouvoir avancer, donc bien sûr ils vont mettre 1 heure pour monter les escaliers, et ils vont du coup, seul Shiryu va combattre contre lui. Il faut savoir que vraiment Kurumada c'est un chevalier d'or. Il finit ce chevalier d'or et après il passe au suivant. Il fait assez peu de combats parallèles et compagnie. On arrive à la fin du tome 2. Donc on a Persée avec son truc de la méduse là, son bouclier de la méduse. Le grand chien, bon tout ça c'était pas c'était pas hyper intéressant ces chevaliers, donc je passe. Hercule, la mouche, voilà, moi je rêverais d'être le chevalier de la mouche. Tout petit on va te dire, oh, tu vas être le chevalier de la mouche, ça va être bien. En tout cas voilà, sachez qu'il y a une armure de la mouche. Celle-ci, moi j'aime bien celle-ci avec la flèche, elle est rigolote. Alors c'est bien parce que c'est le chevalier de la flèche, il ne fait que lancer des flèches, vraiment c'est son rôle, il a été prédestiné pour ça. Donc le caméléon, je trouve ça assez joli. Le caméléon est très sympa, je trouve très bien fait. Et après on commence à voir les chevaliers d'or. Et les chevaliers d'or, les armures elles sont quand même très très cool. Donc le bélier, le taureau, le gémeau qui est très cool aussi. Et je crois que c'est tout ce qu'on a pour celui-ci. Allez, volume 9, on a fait la moitié. Donc on est donc avec Shura, donc avec ton Excalibur qui découpe tout. Donc là, avec du sang, il découpe les jambes et tout ça. Alors, ça découpe tout, mais ça n'y a pas coupé la jambe quand même. Donc, quel est le secret de Shiryu pour n'avoir qu'une égratignure et pas la jambe coupée? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ça. Donc, petit combat entre eux parce que les attaques de Shiryu sont inefficaces, et même il va même couper le bouclier de Shiryu, hein, pour vous dire, ce fameux bouclier indestructible et compagnie. Alors malgré tout il va réussir, alors il fait des attaques et tout ça, il va réussir, voilà, on le voit, on va voir le bouclier coupé, à le bloquer avec une technique d'arts martiaux ancestrales qui est « je t'attrape avec mes mains ». Voilà, c'est le nom officiel. Et bien sûr, oui, bientôt, il va être... ça y est, oui, il a enlevé son armure, là, ça y est. Comme il a enlevé son armure, c'est bon, il peut se battre comme un bonhomme. J'avais oublié. Donc là, ça, c'est bon. C'est vrai que son secret, c'est sa nullité. Non, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Je pense que c'est sa force, en fait. Donc là, le dragon apparaît dans son dos. Ça, vous connaissez, puisqu'il a été contre Seiya. Du coup, Shura va voir son point faible, comme Seiya, mais il lui réussit à lui briser le poignet. Donc du coup, Shura va être pénalisé. Et il va faire une attaque interdite. Donc on est toujours dans le vieux maître, vous savez, qui va lui dire « je t'apprends une technique, mais tu n'as pas le droit de la faire, jamais de ta vie tu dois la faire, donc je te l'apprends ». Et donc du coup, il va la faire, et il va emporter Shura dans le ciel. Il y a un truc aussi, je crois que c'est lui... En tout cas, il y a des chevaliers, je ne sais plus lequel, ils lui disent aussi qu'ils savaient que Athéna, enfin que le grand Pope était pas le bon. En tout Shura, avec un petit visage là d'adieu, il emporte Shura dans le ciel, et le dragon, voilà, le dragon est là. Normalement, c'est la fin de Shiryu et la fin de Shura. Et on va dire que la réponse s'arrête là. On continue avec Camus. Cette fois, ça y est, Yoga va pouvoir se venger de son maître qui a défoncé, qui a tué, enfin qui a enfoncé le bateau de sa mère encore plus profond. Et donc du coup, Yoga bien sûr se désigne de ce côté-là. Et là, le combat commence. Et en fait, on va avoir un petit cours sur
Le zéro absolu, qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que quand on est jeune, ben on découvre un petit peu, en tout cas on apprend des choses avec Senseiya. Voilà, donc là ils combattent, etc. Il y a plusieurs échanges assez classiques. Le combat était vraiment très classique de ce côté-là. Il se fait glacer, mais finalement il réussit à le détruire, etc. Tout ça. Et surtout, on va arriver sur une sorte de Kamehameha en face, quoi, enfin face à face, comme vous voyez. Mais il va parvenir à maîtriser le zéro absolu, parce que le zéro absolu, c'est vraiment là où plus rien ne bouge. Et ils vont en faire une double aura extinction, comme vous voyez ici. Ça, voilà, je trouve quand même, par contre, ce passage-là est assez stylé. Et tous les deux sont KO. Donc techniquement, ils ont tous les deux perdu. Voilà. Et on continue avec le poisson. Et là, cette fois, c'est Seiya et Shun qui restent parce qu'ils tombent tous. Hein. Dragon est tombé, Yoga est tombé. Maintenant, il va rester donc Shun et Seiya. Donc Seiya va passer le temple rapidement puisque Shun va lui permettre de le faire. Sauf que juste après, il y a un chemin rempli de roses. Et en fait, ces roses vont l'endormir. Donc du coup, il y a ensuite tout un flashback qui explique pourquoi Shun veut se battre contre Aphrodite du poisson. Pourquoi? Parce que en fait, c'est lui qui a, je crois, tué son maître et il veut se venger de son maître. Et sa meuf là qu'on avait rencontrée rapidement avant le sanctuaire, qui n'avait pas du tout été expliqué. Bon, ben en fait, à aucun moment elle l'encourage. Hein, donc c'est la meuf qui te dit toujours tu ne réussiras rien à la vie, arrête. Elle ne l'encourage pas, au contraire. Et en fait, Shun se bat contre le poisson et on se rend compte que Shun est ultra balèze en fait. Il avait caché sa force depuis le début. Hop là. Désolé, il fait soif. Shun a caché sa force depuis le début parce qu'il est ultra balèze et il est capable de lui tenir tête sans problème. On va avoir des flashbacks pour savoir comment Shun a eu son armure de ce côté-là et c'est là où il découvre qu'il a une aura, un cosmos caché assez incroyable. Mais sauf que on apprend que Shun il prône vraiment le pacifisme et donc c'est volontaire de ne pas combattre à fond en tout cas ou de ne pas chercher le combat obligatoirement. Donc on a Aphrodite qui va se battre avec ses roses, la fameuse rose ensanglantée, on y arrive. Ça c'était emblématique aussi dans l'animé. Et en gros ils vont faire plusieurs attaques, il va détruire l'armure, les chaînes au moment. Voilà, il va détruire l'armure et les chaînes de Shun. Et il va lui lancer une attaque avec cette fameuse rose blanche qui va se couvrir de sang. Il va se faire avoir, bien entendu. Il va terrasser le poisson. Il gagne. Sauf que là, bon, ben Shun va tomber aussi au combat. Et c'est là où on apprend, que lui, Deathmask et donc Shura étaient au courant que le Grand Pop était un méchant, mais que ça les dérangeait pas, c'est pas un problème. Et donc Shun il gagne avec une tempête nébulaire et ça y est, donc c'est son attaque la plus puissante. Il faut savoir, j'ai pas précisé à chaque fois, mais à chaque fois qu'ils font ça, ils atteignent le 7e sens pour réussir. Et donc on revient à Seiya. Donc Seiya du coup il y a Marine qui arrive, Marine tout amochée, on sait pas trop pourquoi. Elle vient au secours de Pégase et elle lui donne son masque. Et je rappelle qu'une femme chevalier qui montre son visage, en théorie, et on pense que, en tout cas, Marine est la sœur de Seiya qui recherche depuis le début. Et donc Seiya, grâce à son masque, réussit à respirer. D'ailleurs, il pense que c'est Seika, sa sœur. Et du coup, il retrouve le truc et il envoie une petite attaque. Toutes les roses disparaissent. Et là, ça y est, il se rend compte qu'en fait, le temple n'était pas si loin que ça, quoi. Et là, bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il regarde le visage de Marine, parce que ça se fait pas. Sauf qu'il y a une petite incohérence, c'est que, je vous rappelle que la fin du premier chapitre, Seiya demande, ça c'est la planche du premier chapitre, du premier volume, Seiya demande à Marine de voir son visage, et on voit Marine qui a enlevé son masque. Donc, techniquement, il a déjà vu le visage de Marine. Donc,
Je crois qu'il a dû regretter un petit peu d'avoir fait ça, il a dû, ouais, Balek, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, on a donc Sheena qui arrive pour prendre la relève de ce côté-là, puisqu'on sait que Sheena aussi a un kiff sur Seiya, hein, on le sait très bien. Seiya arrive face au Grand Pop, donc le dernier combat, on arrive tout doucement à la fin. Effectivement, en fait, s'il voit le visage, c'est soit mariage, soit il meurt. Non, oui, c'est ça. Le trait a évolué, c'est quand même... Enfin, après, il y a quand même des belles planches, mais c'est vrai que quand on regarde... Ça, c'est le tout premier volume. Après, Seiya est censé être beaucoup plus jeune. Mais là où je trouve il a vraiment bien progressé, c'est les doubles pages. Je trouve qu'elle est encore plus belle qu'avant, quoi. Alors, il arrive il est face au Grand Pop. Et en fait, voilà, il a le Grand Pop en face de lui. C'est lui, le Grand Pop. Alors, vous avez vu, son visage est incroyablement différent des autres. Non. Donc voilà, c'est le même, c'est juste qu'il est cheveux blancs. Donc là-dessus, en fait, le Grand Pop est là, il s'excuse, ses actes sont impardonnables. Du coup, il demande au Grand Pop s'il peut pas enlever la flèche, et il explique à Seiya que non, en fait, Athéna est accompagnée de Nike, qui est la déesse de la victoire et de son bouclier, et c'est elle qui va pouvoir enlever la flèche. Et donc là, en fait, d'un coup, donc c'est le spectre d'or qui représente le truc, et là d'un coup il change, en fait on voit qu'il est en train de changer, et donc du coup le Grand Pop attaque Seiya. En attendant, on apprend que Marine et Sheena qui discutent, en fait. Marine raconte qu'elle est allée à Star Hill, qui est une montagne très haute où les Grands Pop font leur prophétie. Elle découvre qu'en fait le Grand Pop est mort depuis longtemps. Et qui est ce Grand Pop en vérité? Alors c'est drôle parce qu'il dit ça, mais tout le monde a compris depuis le début c'était le Gémeaux, mais on ne sait pas pourquoi, il continue à faire durer le truc. Donc le Grand Pop récupère son armure, voilà, donc, et le combat va commencer. Et on arrive à la fin de l'avant-dernier volume. Donc, Chevalier du Cancer, le lion, la nouvelle armure de Pégase, voilà, qu'on avait vu déjà la dernière fois. Et on attaque le volume 10. Donc dernier volume pour ce soir qui va conclure le sanctuaire. Ils l'ont quand même découpé proprement. Petite page du Weekly Shonen Jump. Toutes les maisons, je trouve que cette page-là, elle est quand même très cool. Surtout que dans l'animé, on avait vraiment les 12 maisons à chaque résumé. Cette vue avec les 12 maisons éclatées, on l'avait, mais tout le temps, on la connaissait par cœur. Donc voilà, et là, bon, bah alors du coup, il a son armure du Gémeaux, il attaque. Mais souvent, il va avoir un petit... Bon, les attaques du Gémeaux, du coup, hein, puisque c'est la même. Et il va avoir des petits problèmes de personnalité. Et là, en fait, il va enlever tous les sens à Seiya. La même attaque que la Vierge. Et là, je me dis, c'est un peu dommage, quoi, parce que tu aurais pu faire autre chose. En fait, tu aurais pu faire autre chose que reprendre une attaque. Je trouve qu'il a manqué d'idées, d'originalité. Je sais pas, tu aurais pu le paralyser, je sais n'importe ce que tu veux, mais là, d'enlever les 500, ça fait vraiment copier-coller. Il est un peu, je trouve que ce dernier combat, il est un peu feignant sur les idées. En tout cas, il y a Shaka qui fait revenir Phoenix à la vie, donc c'est bon, Phoenix est vivant. Il y a des petits échanges de coups, Seiya, il atteint la vitesse de la lumière, il arrive à faire ça. Il voit, sachant qu'il ne voit plus rien, hein, et c'est blackout pour lui, mais il voit Athéna qui va le guider. Ça, dans l'animé, c'est assez cool, ce côté-là. Il voit Athéna qui va le guider, mais à chaque fois, il se relève, etc. Du coup, bon, il attaque, et là, on voit que l'armure du Gémeaux pleure d'un côté, comme quoi il est en désaccord avec le Gémeaux. L'armure elle-même est en désaccord. Shiryu lui revient avec l'armure de Shura, et le Capricorne se reforme, et donc on voit que Shiryu est toujours vivant, et en fait Shura s'est sacrifié pour ça. Pareil pour donc Iki remonte les trucs, hein. Il tombe sur Iki, enfin sur Yoga, et il tombe sur Shun, mais bon, tout le monde est encore à peu près vivant, juste KO. Et donc Iki arrive. Et donc là, on va avoir un petit peu d'aide de Iki. Et les attaques sont inefficaces contre lui, généralement.
notamment son illusion qui ne marche pas. Alors même si on a l'impression que ça marche, en vérité ça marche pas. Tu vois, là par exemple il attaque, il pense avoir tué Seiya, mais en vérité non c'est pas vrai, etc. Enfin bref, il y a toujours ce jeu d'illusion qui marche pas très bien parce qu'en vérité c'est pas Ikki, c'est le grand pop, on sait jamais trop. Mais bon, ça il a tellement fait de fois que ça marche, je trouve que ça marche plus dans le truc. Donc Mu explique la vérité à tout le monde. Apparemment, les chevaliers d'or n'ont pas un QI très très élevé puisqu'ils n'avaient pas compris que le grand pop était le méchant depuis le début. Ils n'ont pas l'air très malins. Je pense qu'ils n'ont pas eu tous le bac. Donc du coup, ils découvrent que le grand pop était un méchant. Bon, surtout Shaka. Voilà. À la limite, le taureau il est un peu bourrin, à eux, les frères là, ok, bon Milo je sais pas, il était dans son monde, mais là c'est un peu gros quand même. En tout cas, il explique là, c'est intéressant, c'est que le grand pop c'est un suppléant d'Athéna qui dirige les chevaliers et qu'en fait il peut avoir le pouvoir de s'emparer du monde s'il est mauvais et que ce choix, voilà, le choix de grand pop est toujours fait parmi les chevaliers. Et que Saga était destiné à le succéder avec la balance qui était en fait les seuls survivants de la précédente guerre. Donc voilà, et là il disait qu'on arrivait à la fin des sauts des, alors, je sais plus où on a été, voilà, des 150 ans de la naissance d'Athéna, de saut de protection. Et du coup à l'époque c'était Aoilos qui était désigné et pas Saga. Et donc Saga était allé voir le grand pop pour dire pourquoi c'est pas moi le grand pop. Il lui a dit mais il y a un esprit noir qui se cache au fond de toi et que du coup il faut gérer ça. Et du coup Saga de colère tue le grand pop de l'époque et prend sa place à ce moment-là. Il faut savoir que dans l'animé en fait Saga il a un frère jumeau. Il a un frère jumeau qui cache dans les montagnes, dans une prison, etc. Et là ils ont changé par rapport au manga. Bon bref, en tout cas, on a appris comment le grand pop a été changé. Et on apprend aussi que c'est une sorte d'épreuve pour Athéna, ce qu'elle vit aujourd'hui, pour voir si elle était assez forte pour pouvoir gérer les prochaines guerres saintes, etc. Donc Seiya continue à se relever, il continue à avancer vers le bouclier, la force de ses amis, il reçoit l'énergie de ses amis. Donc là, voilà, l'énergie de Pégase, on le voit ici à Andromède. On a le dragon, ça je sais pas ce que c'est ça, mais c'est un truc qui le booste. Il réussit, bon il envoie un peu valdinguer, il réussit à toucher le bouclier de la justice et grâce à ça, il enlève le mal qui était dans Saga, la dernière flamme s'est éteinte, mais le spectre se réveille et la flèche disparaît et Athéna est sauvée et ça y est, Saga a perdu son âme noire et tous les chevaliers portent allégeance à Saori. Donc elle court voir Seiya et compagnie. Le Gémeaux se... Alors je sais pas s'il se tue ou pas, mais je me rappelle plus, mais en tout cas il s'excuse d'avoir fait ça maintenant qu'il va bien. Et donc là, ça y est, tout le monde reconnaît Saori comme Athéna. C'est officiel, fin de la partie 1, et elle remercie tout le monde, en tout cas, elle a tout le monde de ce côté-là. Et donc, fin du sanctuaire, on arrive là-dessus. Alors, le manga se conclut pas exactement là-dessus, puisqu'on a une petite histoire sur Yoga, un hors-série pas très intéressant. Honnêtement, où en gros c'est l'histoire d'un ancien peuple guerrier qui revient, qui veut reprendre le pouvoir, les Blue Warriors. Ça se passe apparemment après le sanctuaire, c'est pas très clair. Il y a des choses puisque il a l'armure du cygne, il connaît l'Aurora Extinction alors qu'il la connaissait pas avant. Je trouve qu'elle a pas beaucoup d'intérêt cette scène. On reprend un petit peu le kiff là avec elle, comment elle s'appelle Esmeralda avec Ikki, enfin bref, je sais pas cette histoire pourquoi elle a été faite, mais je trouve qu'elle n'est pas hyper intéressante. En tout cas, on a une nouvelle armure de Seiya, nouvelle armure d'Andromède. Alors, il a fait des nibards en Andromède, incroyable quoi. D'ailleurs, ça va où ça? Ah oui, c'est pour les genoux. C'est pour les genoux. Donc du coup, le dragon, le cygne, le phénix, et on a les derniers.
hop, donc la balance. Hop, on ne savait pas qui c'était à l'époque, hein. La balance, et voilà. Donc on arrive à la fin de ça. Il s'empale sur le bâton de Saori dans l'animé, ça je me rappelais pas, tu vois, pas du tout. Donc il y a quand même des planches qui sont très cool, hein, franchement, de ce côté-là c'est plutôt bien. Et là on arrive enfin à la fin de la première grande partie de Senseiya, celle qui est dit la meilleure, le sanctuaire. Donc je rappelle, hein, Senseiya c'est surtout connu pour son animé, et le manga a ses qualités, mais aussi des défauts. Et là c'est vrai que quand on lit à la suite le manga, il faudrait revoir l'animé, parce que l'animé, la vie aussi, hein, la nostalgie embellit beaucoup de choses. Je dois dire que, je ne peux pas dire que la construction de l'histoire est ultra cool, parce qu'il est quand même très carré dans le truc. Vous voyez, ils mettent 1 heure pour monter un escalier. En fait, il a un peu de mal à gérer le temps, même à la fin, de ce côté-là. Par contre, il a quand même essayé de faire des trucs pas 100% linéaires. Il y a des coupures, il y en a qui arrivent en cours de route, Yoga qui se fait téléporter, etc. Le souci, je pense que c'est la répétition des combats. Quand on commence à le lire, finalement, il y a une répétition dans les combats qui se passe où on a le même schéma narratif. C'est j'arrive, je me fais défoncer, j'attaque, ça marche pas, je me refais défoncer, j'attaque, ça marche pas, et là je me fais défoncer, et là j'attaque, ça marche un peu, mais je me fais défoncer, et puis là après je m'enflamme, je l'attaque, je le tue, et c'est fini. C'est un peu ça en fait, hein, le schéma de combat à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a des moments, ben, quand le combat il est un peu recherché, c'est intéressant, c'est cool. Quand il manque d'intérêt, comme le dernier, là, le Gémeaux, c'est juste des attaques comme ça, ça manque d'intérêt. Parce que le problème des attaques, c'est que, comme j'ai dit, c'est les attaques de bras. Vous savez, c'est les attaques de théâtre. C'est ah, je lève le bras comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et en fait, avec une belle double planche en fond. C'est joli, mais ça n'a pas le dynamisme qu'on peut avoir des séries de maintenant. Et c'est vrai que la gestion du temps, elle n'est pas ouf. Et je trouve que en plus, dans cette version-là, les noms en japonais, ça brise l'immersion. Moi, j'ai lisé des trucs, tu es obligé de chercher, tu sais pas où, parce que c'est super mal indiqué, la petite astérix pour savoir ce truc-là. Et donc, si tu veux, ça gâche un petit peu l'expérience de lecture. Malgré tout, il y a quand même des trucs très cool. Il y a des trucs très cool, surtout en plus quand on te rappelle des souvenirs et compagnie. Alors comme tu dis, Matojora, c'est un public pré-ado, comme nous à l'époque, et effectivement, même sur moi, j'adore Senseiya, et ça marchait énormément à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, ce schéma ne marche plus, il est trop basique. D'ailleurs, c'est un peu un problème des Chevaliers de Zodiac, c'est-à-dire que ils ne développent pas les personnages, ils ne développent pas l'univers. D'ailleurs, les mecs, ils n'ont qu'un prénom. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien. Leur vie n'est pas développée. C'est Senseiya, ce sont des enchaînements de combats. Vous allez voir, parce qu'après, il y aura Poséidon. Et on attaque direct sur des combats. Et du coup, c'est vrai que ça manque un petit peu le côté posons-nous, découvrons un peu les personnages, l'histoire, développe un petit peu le lore autour, et finalement le lore se développe avec les combats, et il rajoute des flashbacks, des liens, des connexions, etc. Et des fois ça peut être contre le manga, parce que c'est vrai que ça suit un schéma un peu trop formaté par moment, et c'est un peu dommage. Il a essayé de le faire un peu moins sur Hades, vous verrez, mais c'est vrai que là, à un moment, ça se ressent, c'est-à-dire que quand on arrive au 10e combat, contre Shura par exemple, il y a une petite lassitude qui s'installe. En tout cas, moi j'ai ressenti ça, je sais pas vous, mais moi j'ai ressenti une petite lassitude qui s'installait en mode ah, j'ai un peu l'impression d'avoir déjà lu ça, quoi. Je suis moins hypé, il y a un peu trop de combats, il y a besoin de passer à autre chose. Et c'est vrai que le combat ça manquait d'intensité le dernier combat contre le Grand Pop. J'y croyais pas, tu vois, c'est en mode oui, ok. Et des fois ça va un peu vite dans les combats par rapport à l'animé ou tout ça, mais même là, des fois ça va très vite. Il y a finalement quelques échanges classiques et après on passe, ça y est, il a tué. Et puis souvent il le tue à un coup. Il le tue à un coup, c'est tout, et c'est le coup le plus puissant alors qu'il s'en est mangé 10 derrière comme ça, juste avant, quoi, notre héros. Donc il a des défauts, par contre, on peut pas empêcher de dire, enfin on peut pas bouder son plaisir sur la découverte, surtout la manière dont les armures sont faites, les armes, les attaques, la mythologie qu'il y a autour, parce que la manière dont il a retranscrit dans tout ça, et ça c'est quand même très cool. Ça on peut pas cracher dessus, quoi. Donc voilà, donc là on a fini la première partie de Senseiya. Donc ça reste cool à lire, mais c'est vrai que dans une lecture d'aujourd'hui,
il y a un peu moins la hype, il y a un peu moins de plaisir à le lire. Autant quand je lisais mon petit chapitre de Dragon Ball avec le marathon de Monsieur Mangas, chaque fois je me fais de petits plaisirs, c'était cool. Là, quand je lisais mon chapitre de 50 pages de Senseiya, je prenais pas un plaisir incroyable à la relecture, j'avoue. Tu vois, autant on peut faire le fanboy et il y a des fois je peux me moquer autant gentiment comme montrer mon admiration pour la série par moment, mais j'avoue que je pense que si c'est une série que je relirais, j'avais jamais connue, je la lirais aujourd'hui, elle me tomberait un peu des mains. Je dirais ouais bon ok c'est pas mal, mais voilà, si on me dit pas que ça a eu un énorme succès à l'époque, j'aurais dû même je me poserais la question comment ça a pu avoir un tel succès quoi. Et par contre, comme tu dis, Monsieur Mangas, j'ai envie de revoir l'animé en fait. C'est ça que ça me donne envie, c'est de revoir l'animé et de redécouvrir un peu même les hors-séries, les machins, etc. La dernière fois, j'étais un ami, il avait une IPTV, et il y avait des chaînes Senseiya, Hokuto no Ken qui tournaient en boucle, et j'étais tombé justement sur quelques épisodes comme ça en zappant pour le plaisir, et ça m'a redonné envie de regarder quelques épisodes et tout. Donc ça, c'était assez cool. Mais c'est cool, j'ai envie de finir quand même ce marathon, j'ai envie de finir l'histoire. On a encore deux trois soirées dessus, enfin deux trois parties dessus. Et franchement, ça reste quand même un bon moment. Mais je pense que là, il fallait pas que ce soit trop long au niveau du sanctuaire. Et c'est vrai que là, 12 combats, c'était peut-être un petit peu long. Donc voilà, je sais pas si vous avez ressenti pareil. N'hésitez pas à me partager. Moi, j'essaye de dynamiser un petit peu la lecture du marathon pour que ce soit un peu rigolo. Je fais des petites blagues, machin, dans le sens je me moque gentiment, hein, parce que vous avez bien compris que j'aimais beaucoup Senseiya, mais que il valait mieux sourire de quelques petits passages comme ça. Et je trouve que c'est intéressant de le relire. Donc partagez-moi vos retours et ça serait très très cool. Et là, on va pouvoir passer à la rubrique suivante. Allez. Je crois que... Attendez, je regarde sur le marathon Senseiya, mais... laissez-moi juste un instant. Hop, capsule manga marathon Senseiya. Ici, je vais l'ouvrir là, dans cette page. Voilà, rappelez-vous. Hop là. C'est ici. Je partage mon écran. Rappelez-vous que j'ai fait ce petit tableau ici. Donc il y a tous les trucs. Et là, la prochaine fois, donc 7 à 10, c'est ce qu'on a fait. La prochaine fois, on attaque Poséidon jusqu'au 14. Et vous avez de la chance, on va faire tout Poséidon d'un bloc. Donc ça, c'est plutôt cool. 4 volumes sur Poséidon. Voilà. Et après, on attaquera Hadès. Et Hadès, ça se fera en 2 parties. Je vais peut-être vous repartager le lien. Hop là. Pas de souci, Lildor. A plus. Écoutez, je propose qu'on passe aux lectures.